François Boucher est né de père dessinateur, peintre d'enseigne, près de la place de Grève à Paris en 1703. Son premier tableau, effectué seul à 17 ans, est juste exceptionnel et fera dire à Lemoine, chez qui il fera un court séjour d'apprentissage, qu'il est né avec un pinceau dans la main. François Lemoine est un très grand peintre mythologique, et ces deux François sont faits pour s'entendre. Ils seront tous les deux premiers peintres du roi, le Sommet. 3 ans plus tard, François Boucher obtient le premier prix de peinture à l'Académie avec Évile-Mérodach, roi de Babylone. Il faut bien vivre, et ce talent est aussi perçu par Carr, un graveur renommé, qui le prend en son atelier. Watteau, très à la mode, vient de mourir. Un collectionneur, Jean de Julienne, lui fait graver des dessins de cet artiste, connu pour sa finesse de trait. Bien qu'il le dût, le roi n'a pas voulu offrir à Boucher son voyage à Rome. Il y partira en 1727 à ses frais 4 années avec ses 2 amis, Lemoine et Van Loo. À son retour en 1731, il va devenir en un rien de temps le peintre de la capitale. Son tableau d'agrégation à l'Académie, inspiré de la Jérusalem délivrée, met en valeur la blonde Armide crevant le tableau. C'est Marie-Jeanne Buzeau, modèle. Elle a 17 ans. L'artiste, lui, en a 30. Il va l'épouser et la peindre sous toutes les coutures. Vraiment toutes. François Boucher va devenir pour la vie le peintre des blondes et des grasses. Les bibliophiles le savent depuis fort longtemps. Le XVIIIe siècle est le siècle de l'érotisme, du libertinage et de leur représentation illustrée. Le classement dans les bibliothèques s'appelle encore aujourd'hui l'enfer. C'est vous dire si ça chauffe. Il est donc permis, sous prétexte mythologique, pourtant assez torride, de dénuder à volonté les femmes qui deviennent par enchantement des nymphes. Ce n'est pas la même chose. Après sa folie qui lui fit tuer sa famille, Hercule devient l'esclave d'Omphale, reine de Lydie. Admirant sa force et sa beauté, elle en fit son amant et époux. Vénus, déesse de l'amour, use de sa beauté pour convaincre Vulcain, dieu du feu et des armes, d'en forger pour son fils aîné, parti à la guerre. Hors mythologie, des tableaux circulent à l'époque au secret. Ils sont commandités de manière très discrète par des amateurs. On ne les retrouvera que beaucoup plus tard, sous forme de gravures, vendues sous le manteau. C'est le cas de l'odalisque brune en 1745. L'odalisque, c'est l'esclave au service du harem, comme on le devine sans ambiguïté. Et Boucher est fasciné par l'Orient. Il est avéré que c'est Marie-Jeanne, sa femme, peinte pour le comte de Magny. Un autre comte, Gustave Tessin, en tombera amoureux et fera beaucoup travailler Boucher, motif à rencontrer Marie-Jeanne. Madame Boucher sera représentée de manière anonyme sous plusieurs aspects. Dix ans plus tard, l'odalisque blonde n'est pas mal non plus. Il s'agit cette fois de Marie-Louise Murphy, âgée d'à peine 14 ans. Quand Louis XV, grand amateur de chair fraîche, verra le tableau, sa perruque ne fera qu'un tour. Le roi demandera qu'on lui présentât cette charmante enfant, car il est alors un honneur d'être déniaisé par un roi. Elle sera sa maîtresse de nombreuses années et remplacera peu à peu la Pompadour qui commence, à 30 ans, à défraîchir. Elle a beaucoup servi, le roi.
L'œuvre de Boucher ne sera pas que de jolies fesses roses, loin s'en faut. Il sera directeur des Gobelins, rencontrera Oudry, qui dirige lui la manufacture de Beauvais, et fera pour les lissiers des Gobelins des cartons de folie. François Boucher sera aussi le maître des pastorales, où figurent d'ingénues bergères, vêtues de soie, belles comme des princesses, faisant faire aux petits paysans tous leurs caprices. Elles seront reproduites partout et sur tout. Considérés les plus beaux décors de Paris en leur temps, il peindra des dessus de porte pour palais et hôtels, dont ceux de Soubise et Rohan, aujourd'hui les Archives nationales. Le succès de Boucher est tel que comme un Picasso ou un Van Gogh, son nom devient un style, un genre et une légende. Ces dernières années, on fait la queue à son atelier pour obtenir ses dessins ayant pris la valeur d'une toile. Ils sont construits comme tels, uniquement de mémoire, sans modèle. Le 30 mai 1770, Boucher n'est plus. Épuisé de travail, il dessine et peint 12 heures par jour depuis ses 10 ans, soit 55 années durant. Il laisse à la postérité 15 000 dessins et des toiles par centaines. Ses funérailles ont lieu à Saint-Germain-l'Auxerrois, face au Louvre, son domicile. Il ne reste aucune trace de sa tombe. Tout bon sujet à sa chute, la voici. Une rarissime gouache conservée au musée d'Orléans. Les oies de frère Philippe, d'après un conte de Monsieur de La Fontaine. Frère Philippe est veuf et ermite. Il a élevé son fils loin du monde pour le préserver de ses dangers. La première fois qu'il amène à la ville, ils viennent à croiser un groupe d'élégantes et fines jeunes filles. Le jeune homme, jamais sorti de sa ferme, n'en a jamais vu, et demande « Bon là, c'est de quelle espèce chaud ?» Son père « Eh bien, c'est une race d'oiseaux, qu'on appelle des oies. » Et le fils, jamais sorti de sa basse-cour, de répondre « Bon là, pourquoi pas en ramener une et l'engraisser, fille de loup ?»